Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Mon Environnement. Pour ce numéro, nous avons comme thème l'économie d'énergie et avec l'utilisation du charbon écologique et du four solaire. Bonsoir Monsieur Diallo. Bonsoir Monsieur Sano. Merci d'être venu dans cette émission. Merci. Voilà, vous êtes animateur principal de l'ONG Guide Loura. Dites-nous comment est venu ce mot Guide Loura. Oui, Guide Loura est une création récente, sinon à l'origine, c'était l'association des volontaires guinéens pour l'environnement. C'est la Guinéenne d'intégration et développement durable. C'est une organisation non gouvernementale comme les autres. Et elle est structurée par un conseil d'administration et présidée par M. Antoine Félicie Soko. Et moi, j'en suis l'animateur principal. Il y a d'autres responsables, je ne peux pas tout citer, mais c'est comme ça, c'est structuré. Il y a un conseil d'administration et il y a un bureau exécutif. Bien, l'animateur principal, c'est la tête pensante. En fait, vous savez, chaque ONG a une personne qui inspire et qui oriente et en fait qui guide un peu l'organisation. Comme le secrétaire général dans un département. Merci, voilà. Donc c'est la pièce maîtresse de l'ONG. Voilà, tout à fait. En fait, elle fonctionne sur la base de la participation volontaire parce que nous savons faire travailler les gens et qui sont compétents à des niveaux donnés. Et à chaque fois qu'il y a besoin de faire une activité, c'est une activité agricole, on sait cibler les ingénieurs qu'il faut. Si c'est une activité de nettoyage, on sait comment utiliser des personnes qu'il faut. Et si c'est pour des interventions dans les milieux scolaires ou universitaires également, nous savons, n'est-ce pas, utiliser des personnes à titre volontaire. Monsieur Diallo, pourquoi vous vous êtes intéressé à cette économie de l'énergie? Oui, parce que d'abord, ce qui nous inspire en fait, c'est d'utiliser les ressources renouvelables comme le soleil. Vous voyez le soleil, et il nous revient toujours. Et lui aussi, il quelque chose qui est naturel. Naturel. Vous voyez, avec la crise mondiale de l'énergie, beaucoup de recherches, beaucoup de chercheurs ont développé, n'est-ce pas, des systèmes d'électrification avec les panneaux solaires. Et maintenant, nous, par exemple, nous faisons des systèmes de cuisson, des plaques chauffantes. Nous fabriquons des plaques chauffantes avec des matériaux réfléchissants. Le four solaire, en fait, c'est un dispositif qui utilise des matériaux réfléchissants pour capter les rayons solaires et orienter ces rayons vers un objectif, n'est-ce pas, de chauffage ou de cuisson. Pour les fours solaires ordinaires, les cartons, c'est le support, c'est l'isolant, et l'aluminium est là, obligatoirement, c'est toujours l'aluminium. Et il y a aussi un cuiseur solaire à partir d'une calebasse. La calebasse, comme vous la connaissez, la calebasse traditionnelle, également, elle est un isolant. Donc, quand tu mets de la colle dedans, tu plaques l'aluminium, tu as tout de suite un cuiseur, un fourneau solaire à partir de la calebasse. Tu peux désormais peindre une marmite et puis installer la marmite dans la calebasse, recouvrir la calebasse avec un plastique et puis tu exposes la calebasse au soleil. Cuiseur solaire de type artisanal, ce que nous fabriquons, ce qui se fait à la main. Maintenant, le cuiseur solaire de type industriel. Là, vous avez des paraboles, vous avez d'autres formes de cuiseurs, mais dont les outils, les matériaux sont d'origine industrielle. C'est quand l'aluminium a été fabriqué sous forme métallique et découpé avec un système d'assemblage. Oui, en ce moment, ça c'est les cuiseurs de type industriel. Par contre, les cuiseurs de type artisanal sont fabriqués avec des cartons, comme je l'ai dit, avec des calebasses ou bien du contreplaqué. Il y a principalement deux types de fours solaires. Les avantages sont multiples. Le premier, actuellement, c'est que nous, en fabriquant ces plaques chauffantes-là, ça nous permet en fait de récupérer un volume illimité de matériaux. Est-ce que vous voyez? Parce que là, au lieu que beaucoup de choses soient jetées à la poubelle et que les gens brûlent, nous récupérons, parce que sur tous ces aluminiums, des cartons, ils sont d'un volume très important dans la masse des déchets. Comme pour dire que nos déchets sont du trésor. Tout à fait. Alors, nous trouvons en tout cas de l'intérêt, nous fabriquons, quelquefois nous ramassons des volumes de carton et d'aluminium, nous achetons de la colle, nous fabriquons, nous vendons. Et quand nous vendons, ça nous fait un revenu qui nous permet d'aller dans les écoles, entraîner les élèves, faire des clubs
et dans les universités également. Donc il y a que maintenant, l'utilité est que la technologie des plaques chauffantes, les fours solaires, ça permet d'abord de pasteuriser l'eau. En quoi fait ça? C'est la mission fondamentale même de la technologie. Okay. Quand vous prenez de l'eau dans une rivière qui a une pollution naturelle ou dans un puits dont l'eau contient des bactéries, quand vous soumettez cette eau, n'est-ce pas, au chauffage dans ces plaques chauffantes-là, tu peux développer jusqu'à 89 degrés Celsius. Et pourtant, à partir de 60 degrés Celsius, les microbes majeurs sont éliminés. Donc l'eau est safe. C'est ce qu'on appelle le safe water drinking. Ça, tu produis de l'eau qui n'est pas en fait dangereuse pour la santé. Alors, l'eau du fleuve Niger, vous pouvez la récupérer. On ne peut pas la boire directement, mais si vous la filtrez un peu, vous la soumettez dans ces cuiseurs solaires, vous obtenez une eau pasteurisée. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une technologie qui peut aller partout, dans les villages, un peu partout, aux champs, partout. Ça peut te produire de l'eau potable. Les fours solaires sont-ils capables de cuisiner tous les types d'aliments? Oui, les fours solaires industriels permet même de griller la viande, le poisson. Mais le four solaire ordinaire artisanal, là, lui, il peut faire des foulées rôtis, mais il ne peut pas cuire du riz. Parce que si tu veux cuire du riz avec, ça te prend toute une journée. Parce que tu vas au-delà de 3 heures. Par contre, les cuiseurs solaires industriels, tu peux griller, tu peux cuire jusqu'à 3 kg de riz. Nous, on a reçu des paraboles de fabrication allemande ici. Nous les avons montées. On a fait tout le tour de la Guinée. Nous, on ne produit pas pour vendre. Ben, nous vendons quand même la formation. Quand des partenaires nous commandent de former des écoliers ou de former des étudiants ou de former des gens dans les mairies, ça nous fait un revenu. Mais nous, on ne produit pas pour vendre. Par contre, les gens qu'on a formés, on essaie de revendre. Sinon, ça ne coûte rien. Un carton, de l'aluminium, de la colle. Bon, nous tirons notre satisfaction du fait que beaucoup de personnes ont appris à fabriquer et même à vendre. Sinon, nous faisons des formations bénévoles dans la Cité de Solidarité et beaucoup dans les écoles. Voilà, c'est une technologie qui permet d'économiser l'énergie. Quelles sont les stratégies prises par votre structure en vue de promouvoir cette initiative sur le plan national, pourquoi pas à l'international? Ben, la stratégie, c'est que nous approchons en fait les institutions. Ouais, par exemple, le fonds de promotion du gaz, nous les approchons pour qu'ils nous donnent l'appui financier. Et nous approchons EDG parce que tout ça, c'est des outils d'éduquer les gens à savoir utiliser le soleil à la place du courant, à savoir utiliser le soleil à la place du bois. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, selon que ces institutions sont ouvertes à nous, eh bien, la population va comprendre, n'est-ce pas, l'utilité et la nécessité d'utiliser ça pour économiser son propre argent et pour aussi éviter des pollutions. Parce que quand on utilise les cuiseurs solaires, là, c'est à zéro émission. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de danger d'approcher la chaleur comme le feu, le charbon, tout ça, ça brûle les enfants, ça crée des accidents et ça entraîne des dépenses pour la famille. Cependant que ici le soleil est gratuit et les matériaux sont souvent ramassés. Notre deuxième point, c'est le charbon écologique. Dites-nous, c'est quoi le charbon écologique? Bon, charbon écologique ou charbon vert, et ça s'appelle comme ça, c'est tout ce qui permet en fait de consommer ces déchets. Parce que encore, notre travail consiste toujours à réduire le volume des déchets, que ce soit des déchets ménagers, que ce soit des déchets bureautiques. Ici, par exemple, au palais du peuple où nous sommes, si la maison du palais accepte de nous abonner, de nous livrer tous les déchets bureaux, à savoir les papiers, les cartons, que ça ne soit plus livré à la poubelle qui va brûler à la chose là-bas. Mais ça dépend de votre organisation pour organiser cela en vue de collecter ces matériaux. Oui, partout où nous avons donné l'idée, les gens ont accepté de nous abonner ou de nous livrer même ces papiers et ces cartons-là sur notre site à Sonfonia. La plupart des institutions, comme au CNLS par exemple, le chargé de la logistique a accepté. Désormais, ils ne vont plus jeter les papiers à la poubelle, ils ne vont plus envoyer ça à la poubelle qui brûle. Désormais, on nous livre ça. Quand nous avons ça, bien que nous ayons des équipements limités, nous procédons à la pratique artisanale
Nous prenons des bassines. À l'intérieur de ces bassines, on met de l'eau et on transpose du papier. Donc vous n'avez aucune technique mécanique pour la fabrication? Il y a une technique mécanique bien sûr, mais les moyens ne sont pas là pour acquérir ces équipements. Donc maintenant, nous mettons le papier dans les bassines et nous articulons ça avec des bâtons. Vous voyez? Si ce n'est pas à la main, on prend des bâtons, on articule et tout de suite on a une pâte. Quand on a cette pâte, maintenant on malaxe avec les doigts. Souvent on est en groupe, on malaxe très bien cette pâte-là et puis on presse toujours à la main, on libère l'eau, on envoie la pâte dans un autre récipient. Donc c'est le papier seulement qui constitue la matière première? Pas le papier seulement, on est venu maintenant, justement on a commencé par ça. Et plus tard, on s'est rendu compte que le papier seul pouvait faire un charbon. Par exemple, mon ami Mangue, camarade de Dixine ici, lui il fait le charbon papier qui est très consistant. Et les femmes de Belleville là-bas achètent son charbon, elles fabriquent, elles préparent avec. Par contre, moi, je suis allé au-delà du papier. J'ai pensé à la cire de bois. J'ai mélangé la cire de bois avec la pâte de papier. Alors ça devient plus consistant. Et maintenant, je prends un liant. Il y a un liant qui, souvent j'utilise l'argile aussi, vers la fin du traitement. Vous incinérez ou bien comment vous faites? Non, tout ça, ça passe dans l'eau, je vous dis. Ah, dans l'eau, Quand on malaxe le papier, on a la pâte. Après, on prend la cire de bois, on mélange encore avec le papier, on malaxe. Et après, maintenant, on prend l'argile. L'argile de mer ou l'argile continentale, on mélange légèrement pour que ça soit consistant. Parce que nous allons former des boulettes qu'on appelle des briquettes. Alors maintenant, nous faisons sécher ça, soit au soleil, soit dans un four à pain de proximité. Par exemple, mon cas, quand je fabrique chez moi, les briquettes de charbon, quand ils sont volumineux là, ça va prendre du temps pour sécher au soleil. Ça peut prendre 4 à 5 jours avant que ça sèche. Alors, je profite quand les gens ont fini de faire le pain dans le four chez ma soeur. Alors, je fais rentrer ces briquettes là-bas, ces boulettes là, dans le four. Et en quelques heures, ça a bien séché. Le lendemain, je peux revendre. On peut même utiliser à la maison pour cuire le riz, pour chauffer de l'eau, pour briser de poisson. Ouais. Et là, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé que c'était très bien approprié pour les femmes de Temenetaï qui sèchent des grands volumes de poissons. Et c'était mieux pour elles même que d'utiliser le bois. Parce qu'au départ, il y a bien sûr de la fumée. Mais c'est entre 16 et 18 minutes, la fumée va s'estomper. Les briquettes là restent maintenant, il n'y a que la braise qui reste. C'est très chaud, alors le poisson sèche vite et c'est propre. Et si la pratique est bien soutenue, ça peut contrebalancer le charbon de bois qui déboise nos forêts. Parce que vous voyez les cargaisons de charbon de bois qui rentrent ici, c'est salissant. Cependant que chez nous, par exemple, les charbons là, vous pouvez les mettre même sur la table. Vous pouvez les mettre n'importe où, c'est pas salissant. Vous voyez? Alors vous ne pouvez pas faire ça par exemple avec le charbon de bois. Ça, c'est noircissant, c'est salissant. Ensuite, c'est que ce charbon-là, vraiment, il est accessible. Il n'est pas cher. Aussi, on a des bailleurs de fonds, ou bien le gouvernement, même s'il est émancipé, à nous sponsoriser, à nous donner les moyens de nous équiper. Parce que tout ce que je vous dis là, ça se fait avec nos doigts là que vous voyez. Si nous avons, il y a des équipements appropriés. Par exemple, pour broyer les papiers, on a besoin que ça soit broyé en grande quantité pour qu'on obtienne la matière. Parce que sinon, si c'est simplement prendre les papiers là, découper à la main, et puis mettre dans l'eau, malaxer à la main encore, vous voyez, à la longue, ça va suer. Vous voyez. Il y a des appareils qu'on appelle les broyeurs. Ça ne coûte rien. Ce que nous faisons, enfin, nous faisons ce que nous pouvons. À chaque fois qu'il y a un atelier, à caractère national ou sous-régional, nous prenons nos échantillons en grande quantité, nous venons, nous exposons, nous faisons l'effort d'expliquer comment est-ce qu'on fabrique ça et quelles sont les conditions dans lesquelles nous fabriquons, pourquoi on n'a pas une productivité importante, parce qu'on est sous-équipé. On montre vraiment qu'on a besoin d'être équipé pour, n'est-ce pas, avoir une productivité importante. Vous voyez, donc nous sensibilisons tous les secteurs, mais il n'y a pas de gens qui répondent. Les institutions, cette année, on pensait que Enabel allait nous financer, par exemple. Ils nous ont interviewés quand la fédération, parce que nous sommes membres de la Fédération des gestionnaires de déchets de Guinée, quand on a tenu un atelier de 3 jours, on faisait partie des exposants.
Les gens nous ont acheté tout ce qu'on a exposé là-bas. Et Enabel nous a pris sur une liste. Moi, j'ai été interviewé par un cabinet, après par un journaliste. Je pensais que cette année, ils allaient nous accompagner. Vous savez, quand on veut vous financer, on peut vous financer. Parce que quand notre président vient négocier financer nos ateliers, ils sont accessibles à ça. Et l'atelier, ça finance beaucoup, dizaines de millions. Nous, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin juste des équipements. On n'a même pas besoin qu'on nous donne l'argent. On n'a besoin que des équipements. Quand on a les équipements, nous allons produire et cette production peut nous rendre autonomes. On peut avoir les moyens parce qu'on a des clients. Nous connaissons nos clients, les fumeurs de poissons, les petites gargotes. Même beaucoup de familles qui nous connaissent maintenant préfèrent notre charbon qu'au charbon de bois. Le seul problème, c'est que nous soyons sous-équipés. Si le ministère de l'Énergie pensait à nous aider, si même EDG pouvait nous aider, on pouvait être une source pour sensibiliser la population. On peut, même cette campagne qu'ils ont commencé là, s'ils nous financent pour que nous on parle à la population, on est capable de sortir, aller de faire le porte-à-porte. Dans la sous-région, si vous visitez les autres capitales à côté, partout les gens, à partir de 6 h du matin, on éteint toutes les lampes de dehors. Tu ne verras jamais une ampoule allumée dehors dans les pays voisins là, mais ici, on gaspille la ressource. Après on dit Kuramuna, Temuna. Alors c'est nous-mêmes, les bureaux. Vous voyez les ampoules allumées partout dehors. Pourquoi? C'est ça, vous êtes membre de la Fédération des gestionnaires des déchets de Guinée. Tout à fait. Quelle analyse faites-vous de la gestion des déchets, surtout dans le Grand Conakry? C'est ce qu'on dit là. C'est la faible considération des acteurs que nous sommes pour éduquer la population. Parce que la population est à éduquer. Ici, nous sommes là, nous catégorisons la population en ces différentes choses-là. Il y a ceux qui ont été à l'école, qui peuvent accepter les messages, comprendre. Il y a aussi que notre capitale, par exemple, si vous prenez entre 70 et 80%, c'est des ruraux. C'est des gens qui sont venus des villages pour s'installer brusquement en ville. Ils ont rapidement eu de l'argent, ils construisent des villas, ils consomment, ils jettent n'importe où. Et ils n'ont aucune... Bon, l'État aussi... Il n'y a pas de plan de gestion des déchets. Voilà, il n'y a pas de plan de gestion. Et l'État aussi a ses services qui font semblant. Parce que moi, je ne comprends pas qu'il y a l'ANSPP qui est là depuis combien de temps, qui utilise des milliards par an, qui n'arrive pas à approcher la population. Parce que si on organise la porte-à-porte, les gens vont changer de comportement. Mais si je vois... Tout à l'heure, j'ai passé à Madina. J'ai vu une machine qu'on utilise là pour libérer les déchets qui sont dans le caniveau. Alors qu'on peut éduquer les gens à s'abstenir. Et surtout, on doit mettre des surveillants. Les gens pensent que c'est la banque centrale seulement qu'on doit surveiller parce qu'il y a des lingots d'or là-bas, parce qu'il y a des paquets de milliards là-bas. Il faut surveiller des endroits où où ça menace la santé de la population. Il faut parler aux gens. Il faut parler aux gens. Il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser les gens. Il faut modifier. Vous savez, ce que nous faisons dans les écoles, là, c'est pour que les enfants qui quittent les écoles au moins ne soient pas comme ceux qui sont dans les familles, qui sont dans le quartier. Parce qu'à l'école, on les montre comment faire zéro déchet. Vous voyez, on les montre comment ces papiers-là peuvent être transformés en charbon, comment les plastiques peuvent être revendus ou recyclés. Vous voyez, et il faudrait qu'on parle à la population. Vous savez, il faut que chaque année, l'État dise, bon, l'année prochaine, il faut qu'on cesse tel nombre d'attitudes. Mais comment faire ça? Les acteurs, nous sommes là. Les PME que vous dites là, ils ne savent que trouver des balais, quoi, ramasser, transporter. Et la population ne sait pas s'abstenir. Il faut qu'on développe dans ces PME-là, il faut qu'il y ait des petits PME de sensibilisation. Il n'y a pas que des PME de ramassage. Il faut que les gens partent, parler avec le chef de ménage, parler avec tous les locataires. Je crois que ça, c'est le rôle des ONG. Voilà, justement. Mais si on n'est pas écouté, vous voyez, ils vont passer toutes les années à louer des machines, aller curer des caniveaux. Dès que vous quittez, les gens remettent encore... Donc, il faut l'implication des acteurs... Des acteurs sociaux, pour que nous, on parle à la population. Et nous savons à qui parler. Il faut parler aux syndicalistes, il faut parler aux administrateurs des marchés. Il faut les outiller, les techniques, n'est-ce pas, d'abstention. Vous voyez, sinon, ça c'est pas bon. Le Parlement aussi doit, en tout cas, écouter, rester à l'écoute de la société civile. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent, comme vous le dites, nous, à la Fédération des gestionnaires de déchets de Guinée,
nous sommes nombreux qui pratiquons la fabrication de ce charbon. Nous sommes nombreux qui évoluons dans la sensibilisation. Et je pense que nous devons avoir des relations étroites avec l'Assemblée pour les inspirer de certaines pratiques, n'est-ce pas, des approches qui peuvent vraiment aider à changer le comportement de la population. Nous croyons beaucoup à la vertu du dialogue et nous souhaiterions que les autorités compétentes acceptent de travailler avec nous pour qu'on développe ensemble des stratégies, des approches et pour amener les gens à changer de comportement. Alors en tout cas, il faut communiquer, il faut parler aux gens. Nous avons envie ici, par exemple, de faire des voyages d'études avec les autorités du gouvernorat pour qu'ils aillent voir comment le gouvernorat là-bas gouverne avec la population, comment la population se comporte, quelles sont les formes de répression, de prévention, pourquoi les gens là-bas ont des attitudes un peu salutaires. Quand vous logez ici avec un Léoné, vous verrez que lui il est plus propre que vous et pourtant vous vivez dans les mêmes conditions. Pourquoi ? Il faut développer ces attitudes, c'est l'effort là que nous faisons à l'école. Vous voyez ? L'économie d'énergie avec l'utilisation du charbon écologique et du four solaire. Et pour vous parler de ces thèmes, nous avons reçu pour vous M. Abdoulaye Sadio Diallo. Il est animateur principal de l'ONG Guide Loura. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre thème et d'autres invités. Merci de votre fidélité. À bientôt. Merci.